Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le grand débrief du Tour de France 2022. Voilà, c'est la fin les amis, mais on va la passer ensemble. Une petite tristesse aujourd'hui en regardant la télé. Pas de Tour de France masculin. Et alors, il y avait le Tour de France féminin, bien évidemment. D'ailleurs, je porte le drapeau de la FDJ. Il y a eu quelques Drapeau, mésaventures du côté de la porte le FDJ. drapeau. Je porte le drapeau. Regarde, ah oui, j'ai dit drapeau, c'est vrai. T'as raison. Lève-toi un peu, Robin, Joseph, Robin, qu'on te voit. Robin est bien présent. Ah ouais, ok, tu veux que je montre le beau maillot, il est stylé, hein. Alors c'est un L meuf, donc il me sert un peu. Je vais transpirer, mais je vais le faire pour le style, les amis. Donc c'est le plus important. Donc j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes bien présents déjà, les amis, plus de 200. Donc ça veut dire qu'on va passer un bon moment, n'est-ce pas, Polo? Ouais, oui, ça va être trop cool, même si c'est un peu la nostalgie, la petite tristesse de cette fin de Tour de France. Nous, on prolonge un peu le plaisir avec cette petite émission du lundi, ce petit débrief. Et on va essayer de manière la plus globale possible de faire un très bon tour d'horizon de cette édition 2022 qui a été très, très, très chouette. Bon, Robin, tu as fait quoi du coup aujourd'hui? T'as regardé le Tour de France des Tours de France femmes? Exactement, j'ai bien regardé ça. Sale journée malheureusement pour les FDJ. Ouais. Par solidarité, tu as mis le maillot, mais elles n'ont pas vécu leur meilleure journée. Du temps perdu pour Cécilie Ludwig, du temps perdu, beaucoup de temps perdu et une énorme chute pour Marta Cavalli. Donc assez malheureuse journée. Mais par contre, il y avait du spectacle sur cette deuxième étape du Tour. C'était assez cool. Ouais, il paraît, effectivement. Donc aujourd'hui, Polo, on peut balancer le sommaire de ce débrief du Tour de France. On va se faire trois débats, les amis, avec trois questions. Qui est l'homme de ce Tour de France? Pour commencer, on va pouvoir les sélectionner dans un premier temps avec vous. Les hommes les plus sélectionnés, on se fera un débat le plus restreint possible parce qu'il y a pas mal d'hommes qui ont été impressionnants à voir, lequel vraiment vous gardez en mémoire et vous pensez que vous garderez en mémoire dans le futur. Le deuxième débat, un bon bilan pour les Français, pour l'interrogation. Est-ce que oui ou non, une victoire d'étape et deux hommes dans le top 10, c'est un bon bilan. Et ensuite, on se posera la question de ce Tour de France 2022, quelle place? Et en fait, on a décidé de s'arrêter à certaines années. On va se reposer la question tout à l'heure, mais on ne va pas faire l'histoire entière du Tour de France, bien évidemment, étant donné que c'est très dur de comparer toutes les époques, ce ne sont pas les mêmes vélos. Mais par contre, on peut se faire un débat un peu plus restreint. Ça, on a bien en mémoire tout ce qu'on a vu depuis une petite vingtaine d'années, les amis. Les Oui, trucs que nous on a vus, les trucs où on était là, quoi. Ouais, voilà, ouais, même exactement. jusqu'au 21e siècle, hein. De toute façon, les choix seront restreints, mais comme ça, les gens ne seront pas trop perdus. Si on commence à leur dire. Alors, de 2008, avant le Giro, à 2016, après le Tour de Lombardie, voilà. Donc là, en fait, Polo, il est juste en train de se foutre de toi et moi, Joseph, parce qu'on a vécu Ouais, la ouais, même chose, clairement. c'est ça, hein. Non, mais Parce que nous, en fait, on Robin veut. t'a proposé 2000, et 2000, c'était très bien. Au C'était début, très j'ai dit bien. 2000 et après, j'ai dit on pouvait faire aussi 2007 en mode 15 dernières années. Ouais. En gros, est-ce qu'on prend avant ou après la période Armstrong? Mais on va voir, on va voir. Mais l'idée, effectivement, de manière, Ça ne changera pas énormément de ça, choses. ça a duré 15 minutes et on va potentiellement prendre 2003, quelque chose comme ça. Bon, on va pas en prendre 12 000 de plus non plus dans cette période-là. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on peut du coup tout de suite, Paul, ce que je vais faire dans un premier temps, dans ce grand débrief qu'on va faire tous ensemble, c'est peut-être juste annoncer à nouveau les résultats des... alors, il y a la fantaisie, mais peut-être qu'on en sera tout à l'heure, Polo. Ouais, la fantaisie, on l'a fait tout à l'heure. On la fera tout à l'heure. Le classement général final, avec notamment le top 15 qu'on va voir. Et donc, Jonas Vingegaard qui remporte son premier Tour de France. Lui qui avait terminé deuxième l'an dernier. Il avait été battu par Tadej Pogacar. Cette fois, c'est lui qui bat Tadej Pogacar et avec une avance finalement impressionnante. 2,43 d'avance sur Tadej Pogacar. Ça s'est fait lentement, mais ça s'est fait sûrement pour le Danois. Geraint Thomas qui monte sur le podium. Et donc, David Gaudu qui termine quatrième du classement général. Romain Bardet termine septième. On voit que côté français, Valentin Madouas prend la 11e place et Thibaut Pinot finit 15e. En ce qui concerne les vainqueurs d'étape, les voici. On va pas mal en parler aussi parce qu'il y a pas mal de noms qui sont
notables, d'autres qu'on n'attendait pas nécessairement. Je vois du Simon Clair, par exemple, du Hugo Hull, des hommes voilà, qui n'étaient pas les premiers cités pour remporter des étapes. Yves Lampard, dès la première étape, on a eu une surprise, de très belles victoires d'étapes, et on va en parler tout au long de ces débriefs, savoir un peu ce qu'on en retient de toutes ces étapes. Et donc, on voit donc que Tadej Pogacar a porté le maillot jaune, qu'il a remporté un certain nombre d'étapes. On voit que Jonas Vingegaard a porté le maillot jaune jusqu'à la fin, jusqu'à Paris, en remportant des étapes. Et on voit que Wout van Aert a porté le maillot jaune, porte le maillot vert à la fin et a gagné des étapes. Donc, on se pose la question, qui est l'homme de ce Tour de France, les amis? On va potentiellement, si vous êtes d'accord, les gars, déjà sélectionner les 3 noms qu'on garde. Est-ce qu'on en rajoute un 4e comme David Gaudu ou Geraint Thomas? Est-ce que la question, c'est qui est l'homme du Tour ou est-ce que c'est qui nous a le plus impressionné? Eh bien, moi, justement, je pense que c'est mieux de faire qui est l'homme du Tour. Parce que après, on peut faire qui vous a le plus Dans ce cas-là, il impressionné. n'y a pas Geraint Thomas et il n'y a pas David Gaudu non plus. C'est un peu, en fait, qui vous a le plus impressionné, c'est un peu plus large. Et qui est l'homme de ce Tour de France, c'est un peu plus restreint. Ça permet d'avoir un débat peut-être un peu plus Moi, j'ai engagé. pas la même réponse sur les 2 questions, en tout cas. C'est pour ça, alors on peut dire, après, on peut rapidement se poser la question qui vous a le plus impressionné. Mais je pense que qui est Non, l'homme mais de ce Tour de partons France? sur ce que tu as prévu et si on a la même Voilà. réponse, on élargira ensuite. Voilà, on est d'accord. Qui est l'homme de ce Tour de France? Et après, sachant que je vois que dans le chat, ça a l'air d'être assez clair. Maintenant, si le débat est vite balayé, on se posera la question un peu plus large de qui est l'homme le plus impressionnant. Donc, du coup, Robin, je te pose la question, qui est l'homme de ce Tour de France? Pour moi, c'est vraiment incontestable, c'est Mathias Franck. Qui nous a offert le plus grand moment de ce Tour de France. Il a eu son rôle à jouer. Hein. Il a eu son rôle à jouer pendant ces 3 semaines. Ouais, donc grand Mathias Franck qui nous a régalé pendant ce tour, mais l'homme du tour, très honnêtement, je pense que c'est Wout van Aert et en vérité, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas la même réponse que si tu me dis qui m'a le plus impressionné. Parce que finalement, je suis pas ultra surpris du tour que fait Van Aert, mais le tour qu'il fait, c'est évidemment, un tour imbattable. Tu ne peux pas vraiment faire mieux que ce tour-là. Tu marques 3 étapes, maillot vert, super combatif, avec 2 étapes, 2 sprints dans les 3 derniers jours où il décide de ne pas les faire. Ça se trouve, sinon, il finissait à 5, hein, ou au moins à 4, on va dire. Franchement, il a été là, pas tous les jours. J'aime pas quand on dit que Wout van Aert a été là tous les jours, parce qu'il y a quelques jours où il s'est relevé, il a pris des tirs et voilà, il a été C'est pour ça qu'il transparent finit certains jours, c'est logique. assez loin sur le général. Voilà, mais ouais, il a été là, allez, j'ai pas compté exactement, mais facilement 15 jours sur 21, donc c'est évidemment impressionnant. Il a sauvé le tour en plus, c'est un truc qui est pas dans les chiffres qui sortent à la fin, mais il a sauvé le tour de Jonas Vingegaard. S'il est pas là, Jonas Vingegaard, il le perd peut-être sur les pavés. Donc honnêtement, il a été incroyable. Ce qui ne se mesure pas en chiffres non plus, c'est son rôle de coéquipier, notamment sur l'étape du Granon. Donc pour moi, c'est incontestable. Polo, du coup. T'as encore fait une fin de phrase où on se demandait si t'allais Ah, continuer. excuse-moi. En fait, c'est parce que des fois, je me dis, vas-y, Un là, peu ça fait moins trop que la longtemps que dernière je fois. parle. Je vais Un peu laisser la moins que la parole, dernière fois, mais donc je me coupe un peu. ça a laissé le doute planer. Ça a laissé le doute. Moi, Ne te prends pas de surprise, Polo. Moi, forcément, comme dit Robin, je pense que c'est quand même difficile de ne pas citer Wout van Aert qui fait un tour extraordinaire. Je me demande dans quelle mesure c'est possible de faire un tour, enfin en tout cas avec les objectifs et les qualités de 2022 de Wout van Aert, comment c'est possible de faire mieux que ce qu'il a su faire sur ce tour. Alors peut-être ne pas gagner à Longwy, là on aurait pu l'imaginer potentiellement au moins pouvoir faire le sprint. Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer d'autre Le sprint des champs, le sprint de Longwy. Le sprint des champs aussi. Le tour de Wout van Aert est parfait. Le tour de Wout van Aert est parfait et il n'y a rien d'autre à dire. Moi, j'irais peut-être un peu plus loin. Tu vois, l'homme de ce tour, je dirais que c'est plutôt des hommes et je pousserais l'idée jusqu'à parler de son équipe, de la Jumbo-Visma. Ça, c'est beau, Polo. Tu vois, c'est certes, Wout van Aert a été fantastique, mais il est dans un environnement de performance, de professionnalisme qui est extraordinaire, dans lequel on retrouve une équipe Jumbo-Visma qui fait 16 podiums sur 21 étapes possibles, une équipe Jumbo-Visma qui gagne incroyable, gros. Qui gagne 6 victoires avec trois coureurs différents.
une équipe de Jumbo-Visma qui sauve l'honneur de la France avec Christophe Laporte. En plus, c'est ça qui est hyper impressionnant chez Wout van Aert et son équipe du coup. Parce que évidemment, il faut aussi parler de Vingegaard. Quand on parle de qui est l'homme le plus impressionnant, enfin, c'est pas la question, là, c'est l'homme tout court de ce tour. Mais Jonas Vingegaard a clairement son mot à dire aussi avec Wout van Aert. Le tour qu'il fait, comment dire, le mental et surtout le tempérament qu'il a montré, notamment au début de tour, soit par les discours. Putain, j'ai du mal à trouver mes mots là. Il est temps d'aller faire dodo. Soit par les déclarations, c'est mieux par les déclarations et aussi par Vous voyez que la les nuit choses. blanche était compliquée, Polo. Par les choses. Non, elle n'était pas si blanche, elle était grise, on va dire. Les choses qu'il a su mettre en place aussi, et le fait d'être fort tous les jours, de n'avoir jamais eu un coup de moins bien. Et surtout, bah voilà, encore une fois, on y vient que les seuls moments où c'était un peu compliqué, il a su être entouré par une équipe expérimentée, une équipe qui a su le calmer, le canaliser. Et ce qui fait que certes, Wout van Aert est peut-être l'homme de ce Tour de France, mais il ne faut pas quand même oublier le maillot jaune qui a été extraordinaire. Bah, du coup, les gars, comme vous répondez tous les deux Van Aert, je vais poser la question juste après de l'homme le plus impressionnant. On aura des réponses différentes, mais juste pour étayer un peu plus sur Van Aert, je voulais clairement vous poser la question. Il en a un peu parlé, ça fait débat. On s'est posé la question pour Julien Alaphilippe, mais peut-être qu'on peut se la poser un peu plus précisément pour Van Aert, parce que lui semble peut-être un peu plus intéressé. Est-ce que oui ou non, un jour, vous le voyez être un leader sur un grand tour? Non, et moi je pense qu'il est pas intéressé du tout. Dans les réponses qu'il donne, c'est non, alors qu'Alaphilippe, au contraire, a toujours laissé une petite porte ouverte. Van Aert, j'ai l'impression qu'il ferme la porte très rapidement et je trouve ça normal. Je trouve que ça a du sens, en termes d'équipe. Tu n'as pas besoin de Van Aert aujourd'hui. Tu as Vingegaard qui vient de gagner le Tour. Qu'est-ce que tu vas faire avec Van Aert leader sur le Tour de France à part te créer des problèmes? Ah, Et pour Jumbo, oui, mais est-ce que lui, potentiellement, s'il a cette envie, il quitterait cette équipe? ouais, moi je Ça, on pense est pas, d'accord. il lui manque trop de choses en dehors des grands tours. On a beau dire Van Aert, il est, impressionnant, c'est un des meilleurs coureurs du monde, OK, il a fait un tour magnifique, il a gagné, plein d'étapes, il en est, je sais plus à combien d'étapes, 8 ou 9 étapes sur le Tour de France, OK, c'est super. Enfin, il en est à 9, mais il a toujours pas gagné ni Paris-Roubaix ni le Tour des Flandres. Donc avant de penser à un grand tour, il va peut-être falloir gagner un monument pavé. Il a gagné Milan-San Remo, mais ça fait un seul monument et je pense qu'on est tous, étonnés quand on se dit, «Ah mais en fait, Wout van Aert, il a gagné un seul monument». Et ni l'un ni l'autre sur les pavés. Donc, moi, il y a des circonstances, évidemment, il y a des raisons qui font qu'il a encore aucun monument pavé, mais pour moi, c'est un accomplissement qui doit être l'urgence de sa carrière. Il a quand même 27 ans. On en parle avec Julien Philippe de Liège-Bastogne-Liège qui court depuis longtemps. Wout van Aert, c'est pareil. Il y a d'autres choses qu'il doit aller chercher. Aujourd'hui, c'est un homme de classique incroyable. Ce printemps, il était sans doute le plus fort et il a le Covid au pire moment. Ça lui a tué sa saison de classique, mais il se trouve qu'en termes de palmarès aujourd'hui, il n'a pas encore laissé sa trace sur les classiques. Donc, avant de se concentrer sur un potentiel Tour de France, il faudrait déjà laisser sa trace sur son terrain. Ouais. Hmm. Moi, par contre, je suis complètement d'accord avec Robin sur le fait que, à mon avis, et pour lui et pour nous, il faut quand même aller un peu muscler son palmarès, notamment d'une voire deux classiques flandriennes qui manquent encore aujourd'hui à son palmarès. Par contre, moi, il y a des choses qui m'interpellent, c'est notamment sa déclat après Otakam où il se dit, il a carrément dit texto, je suis allé vérifier la source hein, parce que j'étais surpris. Otakam, un bon test pour savoir si je suis capable de viser le maillot jaune un jour. À partir du moment où tu dis ça et que sur Otakam, tu fais troisième, même si tu es en anticipation par rapport aux favoris, et que tu finis quand même troisième et que tu as le jump dans les derniers kilomètres pour refaire un petit, un petit relais, j'allais dire, un bon petit relais, on va dire, pour Vingard, ça te donne on va dire, des assurances, pas comment dire, Des on va garanties. dire, pas des garanties, merci Robin, putain. Mais en tout cas, des assurances pour potentiellement y penser. Après, là où je te rejoins, Robin, c'est qu'il a encore tellement à faire sur les courses d'un jour. Et je pense que sur Palmarès, il a besoin de se le construire comme ça. C'est comme tu l'as dit, peut-être aujourd'hui sur les classiques, l'un des deux ou trois meilleurs du monde, voire peut-être le meilleur du monde. Et finalement, bah, son palmarès, il ne reflète pas ça pour l'instant. Il doit
Clairement. Il doit muscler ce palmarès. Et après, pourquoi pas, en perdant peut-être un peu moins de kilos, quitte à perdre un peu de puissance justement pour les sprints ou les classiques, mais en perdant quelques kilos, j'imagine totalement Wout van Aert capable de jouer en tout cas un classement général sur un grand tour. Le problème, c'est que ça changerait complètement le coureur qu'il est et je pense pas que ça lui corresponde, en termes de philosophie Pour de l'instant, course. non. Tu Pour vois l'instant, non. qu'aujourd'hui, c'est un mec qui va à l'avant tout le temps. Tu vois le rush qu'il fait sur l'étape de Longwy où il fait 30 bornes tout seul, maillot jaune en échappée. Ce qu'il fait à Calais, la façon dont il court sur les classiques aussi, il prend des risques. C'est pas possible si tu joues la victoire sur un grand tour. Donc au-delà du changement physiologique que ça impliquerait, au-delà du fait de faire une croix sur les classiques, ça voudrait dire courir totalement différemment. Ça veut dire un Wout van Aert qui accepterait de rester dans les roues toute la journée pendant 3 semaines, avec peut-être une étape où tu fais un coup de panache pour aller chercher le maillot jaune. Mais c'est même pas sûr, parce que je pense que Wout van Aert, s'il devait jouer le classement général du Tour ou d'un autre grand tour dans l'avenir, il resterait un excellent rouleur et il nous ferait un Tour de France à la Wiggins, faut le dire clairement. Donc est-ce qu'on a envie de voir ça? Je pense pas. Ce serait Oui, chiant c'est à vrai, mourir. Et c'est un même bon pour élément. lui, en fait, je pense que lui s'emmerderait à faire ça. Qui ne s'amuserait pas. Alors qu'aujourd'hui, sur toutes les courses où il va, il s'éclate. Il peut faire péter le peloton où il veut, quand il veut. Et c'est pas du tout le même type de course de jouer la victoire sur un grand tour, en plus avec son profil, que de jouer les classiques. Donc moi, je pense vraiment que ça lui conviendrait pas. Et en plus, il y a le côté, aujourd'hui, il est très dominant, comme a dit Polo, même si ça se voit pas dans son palmarès, il est très dominant sur les classiques. Il a le potentiel pour en gagner énormément. Alors que s'il faisait le switch pour aller sur un grand tour, il n'y a rien qui assure que ça fonctionne. Donc tu peux te faire une croix sur tout ce que tu pourrais avoir côté classique, course par étapes, sprint, etc., pour ne rien avoir en retour. C'est une possibilité. Donc c'est un choix qui est quand même très risqué C'est quand tu n'as pas encore construit ton palmarès. c'est ça. Par contre, il en est encore loin, même s'il en avait l'envie. On se souvient que c'était un peu le son de cloche qu'on entendait chez Jumbo et chez le Belge en début d'année 2021, avec au moins l'envie de se tester sur des courses d'une semaine. On a vu à Tirreno que notamment c'était compliqué de jouer la gagne face aux meilleurs grimpeurs, notamment sur une course de plusieurs jours. Là, sur 3 semaines, être au top sur chaque étape de montagne. Alors ça, évidemment que les contre-la-montre, il n'y aura aucun problème. Mais chaque étape de montagne, tous les jours, en altitude, etc., je pense qu'on est encore loin de voir Van Aert dominer éventuellement un grand tour. Ok. Du coup, on peut élargir la question qu'on se posait. Tout à l'heure, là, le chat est en train de répondre à la question Van Aert sur un grand tour. Majoritairement, vous répondez c'est non. Tout à l'heure, vous avez en tout cas dit que c'était lui l'homme du Tour de France. Est-ce que la réponse est différente, Paul, quand on te pose la question est-ce qu'il a été l'homme le plus impressionnant de ce Tour de France? Moi, non. Alors, je sais pas, Toi, ça Robin, change. toi, j'ai l'impression que non. Bah non, moi, là, c'est exactement la même réponse. J'ai trouvé Wout van Aert exceptionnel. Exceptionnel de consistance pendant 3 semaines, exceptionnel de polyvalence, capable de gagner des sprints, capable de rivaliser avec les plus gros grimpeurs de ce Tour de France par séquence, capable de démonter des chronos, capable de faire la course du premier jusqu'au dernier kilomètre. J'ai rarement vu un coureur qui m'a fait une aussi grosse impression sur une course par étape, et sur une course de 3 semaines encore plus. Je l'ai trouvé extraordinaire. Alors après, sur quoi on se base pour dire qui a été le plus impressionnant? Moi, je dirais Oui, c'est très subjectif, hein, c'est Ah oui, clair. là, pour le coup, oui. l'omniprésence à l'écran. Tu vois, on se marrait un peu sur les réseaux sociaux de savoir qui était le coureur le moins cité. Je pense que Wout van Aert est le coureur qui a le plus crevé l'écran de ce Tour de France. Devant le Il a maillot croqué jaune, l'antenne. devant Pogacar, il a croqué l'antenne, comme toi, Robin. Tu vois, il a su se montrer, dans la petite lucarne. Il a su se montrer dans la petite lucarne. Non, mais rien qu'en ça, tu vois, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que c'est difficile de penser à quelqu'un d'autre quand on se pose la question de qui était le plus impressionnant. Van Aert a été extraordinaire. Alors, Robin, du coup, ta réponse qu'on Moi, attend. je la change, ouais, parce que en fait, ce que je disais à Polo, c'est que Wout van Aert a été incroyable, mais je m'y attendais un peu plus que par rapport à d'autres perfs, en fait. Du coup, j'ai moins été impressionné parce que je m'attendais à ce qu'il soit capable de ça. À l'exception peut-être de la 3e place à Otakam, mais les 3e, peut-être que c'est un peu plus haut que ce que j'imaginais, mais je le pensais capable de faire un top 10 sur une étape aussi dure que ça, oui. En anticipant de cette façon-là, je ne voyais pas pourquoi ça ne pourrait pas le faire. Dans une configuration où le groupe des favoris est complètement éclaté, évidemment qu'il peut faire un top 10. Donc,
Moi, c'est pas lui qui m'a le plus impressionné parce que c'est pas celui où il y a le plus gros écart entre ce que j'en attendais et ce que j'ai vu. Et c'est plus sur ça que je juge qui m'a le plus impressionné. Donc j'irais, en fait, je suis très indécis entre Jonas Vingegaard, parce que je pense que c'est lui en vérité qui m'a le plus impressionné, parce que je pensais pas qu'il était capable de battre Tadej Pogacar, et je pensais pas qu'il était capable de le battre avec autant de marge. Parce que vraiment, ce qu'il lui fait au Granon, c'est incroyable. Et le fait que tous les jours ensuite, il soit capable de tenir. On a beaucoup eu le débat avec Paul, est-ce que Vingegaard est plus fort ou pas que Pogacar? Moi, je pense qu'il n'était pas beaucoup plus fort. Mais en tout cas, il n'était pas moins fort, ça c'est sûr. Parce qu'il a été capable de suivre toutes les attaques de Pogacar. Donc il n'était pas moins fort. Moi, je reste persuadé qu'ils étaient du même niveau en vérité en montagne, hors étape du Granon. Mais je ne m'attendais pas à ce que Vingegaard soit aussi fort que Tadej Pogacar. Je ne m'attendais pas à ce que l'année dernière, il lâche 5 minutes, 6 minutes sur le Tour de France et cette année, il en perde aucune en montagne. Il ne soit jamais lâché. Donc je dirais Vingegaard avec une mention pour Pogacar parce que je ne m'attendais pas non plus à sa résilience. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit placé dans cette situation-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un chasseur. Mais j'ai adoré et j'ai été fasciné par la façon qu'il a eu de persévérer, d'attaquer tous les jours, de se mettre dans des coups à 180 bornes de l'arrivée à des moments juste pour tester, pour voir, pour essayer de faire peur à Vingegaard, de vraiment tenter sur tous les terrains. Dès le début du tour, d'attaquer sur les pavés. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à avoir un Pogacar aussi offensif. Il l'avait été dans le passé, mais jamais à ce point-là, je pense. Et une mention aussi pour Geraint Thomas, en qui apparemment personne croyait. Et qui a Ça, mais donné cite tous les coureurs aussi, Non, non, j'ai Robin, dit pas encore. c'est Vingegaard. Et il en a parlé de. Il a cité 5 mecs, quoi, le gars. Non, j'ai dit c'est Vingegaard qui m'a le plus impressionné, mais mention à Pogacar et mention à Thomas parce que Ouais. je voulais parler d'une interview marrante que j'ai vue où il dit j'ai toujours cru en moi, mais je peux pas en dire autant des autres. Sous-entendu, Ineos croyait plus en moi et il fait un petit laïus sur le fait que Bernal est évidemment le leader de l'équipe et que derrière c'est Martinez et Yates et que on voit beaucoup par la jeunesse et qu'on l'avait un peu oublié entre guillemets, 4e homme de l'équipe. Et qu'en fait c'est lui qui vient claquer ce podium sur le Tour de France et donc voilà, son interview est assez marrante et assez franche, ça m'a fait plaisir. Okay. Ouais. Et Paul, je te pose la Oui, question. Tu as pose-moi. beaucoup parlé de Van Aert. Est-ce que tu es plus impressionné par Pogacar ou par Vingegaard, du coup, entre les deux? Par les deux, tu vois, je donne des leçons, je donne des leçons à Robin, mais comme dit Robin, je vais pas paraphraser. J'ai été impressionné par Vingegaard, par sa capacité à mettre autant en difficulté le meilleur grimpeur et le meilleur coureur du monde, qui est Tadej Pogacar, et de faire des écarts comme il a su les faire, de faire des performances en termes de watts, en termes de puissance sur tout ce Tour de France qui sont extraordinaires, de rouler à ce niveau en contre-la-montre. Enfin, Vingegaard, on pensait que Pogacar était le coureur ultime. Vingegaard, c'est le Pogacar 2.0, j'ai l'impression. En tout cas, sur ce Tour de France, au niveau des perfs qu'il a faites, c'est exactement ça. Moi, Vingegaard m'a impressionné là-dessus et Pogacar m'a impressionné par sa combativité. Et mine de rien, c'est un peu cliché, mais sa combativité, cette volonté d'aller toujours à l'attaque, et deux, cette bonne humeur, cette joie de vivre, cette bonne humeur vraiment contagieuse, ce sourire tout le temps, etc. À des moments où il aurait pu avoir le masque, parce que Pogacar, tu peux te dire que ouais, il gagne tout, donc c'est facile d'être de bonne humeur, mais on pouvait l'attendre au tournant le jour où il ne l'était plus. Le jour où il a été plus, il a été encore de meilleure humeur. Il a été hyper sport, hyper fair play avec la Jumbo pendant ce Tour de France. Voilà, là aussi, en ça, Pogacar m'a impressionné. Il a marqué beaucoup de points, je pense, dans l'opinion publique cette année, déjà parce qu'il a montré qu'il avait des faiblesses et qu'en plus, il les a prises avec le sourire et avec philosophie. Franchement, chapeau à monsieur Pogacar, chapeau à monsieur Vingegaard. Mais par contre, Joseph, tu me dis qui m'a le plus impressionné derrière Van Aert. J'ai envie de citer Geraint Thomas, tu vois, comme le dit Robin. Geraint Thomas qui, pour moi, entre le niveau où je l'attendais et le niveau où il a été, pour moi, c'est le plus gros gap de ce Tour de France, vraiment. Plus que le. Ça, c'est parce que tu croyais pas en lui, Polo. Mais exactement, Robin. mais vraiment, tout à fait. De toute façon, je vais pas mentir. On en a parlé, je te l'ai beaucoup dit, même en ce début de Tour de France, quand il était encore bien placé après une semaine, je te disais que je n'y croyais pas à Geraint Thomas. Et Geraint Thomas, en retrouvant un niveau qui, je me répète, mais qui pour moi est au moins similaire à celui de 2018, a su m'impressionner. Parce que, comme je vous l'ai dit, la différence entre là où je l'attendais et là où il finit, pour moi, c'est la plus importante de tous les coureurs de ce Tour de France. Ça, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Même pour moi, qui croyais un petit peu en Thomas, je ne l'imaginais pas du tout sur le podium.
Alors que Vingegaard et Pogačar, oui. Et on va suivre, hein, bien évidemment, la suite des événements pour Geraint Thomas, lui qui effectivement n'était pas forcément attendu là, et voir si un coureur de cet âge-là peut acquérir la confiance de son équipe. Et Après, ça va être compliqué. Les années qui passent, ça joue quand même pas pour lui. Hein. ouais, après, on verra en tout cas. Effectivement, ça joue pas pour lui. C'est le constat qu'on peut faire. Maintenant, dans le futur, à voir ce que son équipe en pense. Il envoie un message assez clair sur ses déclarations. On a quand même vu en tout cas qu'il ne pouvait pas jouer la gagne sur un Tour de France. Il a beau faire 3e, ça a beau être génial, il n'a jamais été un danger pour les deux de devant. Donc, c'est vrai, peut-être qu'il peut se faire un kiff sur un autre grand tour. Mais... C'est vrai, mais il prouve que si lui, on ne peut pas lui faire confiance pour gagner un grand tour, on ne peut pas non plus faire confiance ni à Adam Yates ni à Dani Martinez pour le moment. Ah ça, ça, il peut y avoir en tout cas, c'est vrai, une remise en question chez Ineos de qui sont nos leaders. Quand tu vois que Carapaz, j'ai pas fait gaffe Carapaz si ça avait été signé, officialisé, mais on parlait beaucoup d'un départ. Je sais pas où. Et d'une arrivée de Primož Roglič. Ah ouais, j'avais pas vu ça. En tout cas, ce qui est sûr, Ouais, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, c'est sorti qu'il y a des contacts entre les deux parties. Si tu veux gagner le Tour de France chez Ineos, si tu veux redémarrer cette hégémonie, soit tu mets tous tes œufs dans le panier Egan Bernal, qui est quand même assez incertain, soit tu vas devoir faire venir des coureurs capables de gagner le Tour, parce que Carapaz n'en a pas été capable. Geraint Thomas a beau avoir fait un super Tour, il n'en est pas capable, et Yates et Martinez encore moins. Surveiller Carlos Rodriguez, quoi. L'évolution de Carlos Rodriguez, qui pour moi est sur le moyen terme la solution hors mercato, pour moi la solution la plus consistante pour Ineos. Mais bon, on en est encore loin. Roglič est sous contrat jusqu'en 2025, donc il faudrait bien débourser pour le prendre. Matt, ouais, mais après, entre débourser pour gagner et ne rien débourser pour ne rien gagner, c'est un peu toute la question que se posera Ineos, qui aujourd'hui, depuis quelques temps, n'est plus en position de gagner ce grand tour, en tout cas cette année. Et donc, on imagine bien que dans le board, ça se pose des questions. Deuxième débat de la journée, les amis, on se pose la question du Tour des Français. Est-ce que oui ou non, le bilan a été bon ? C'est une question qui n'est pas facile. On a perdu Joseph. Peut-être le gap entre ce qu'on attendait et... On a perdu Joseph ? Ouais, c'est Jérôme Pinault qui a scié les fils de la connexion de Joseph. Ah. Non, c'est bon, là, ça a l'air d'être revenu. On t'entend, Jo, mais ça a coupé et après, on super vite. Ça a rattrapé le retard. Ah ouais. J'ai pris un écart, mais je suis vite revenu dans les roues. Donc du coup, cette question-là, bon bilan, oui ou non pour la France, Polo ? Oui, je pense que oui. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Tu as deux Français dans le top 10, les deux Français qui ont su faire la course, qui l'ont faite avec leurs armes et avec leur capacité dans un peloton qui est quand même à deux vitesses. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Tu vas chercher une étape quand même avec Christophe Laporte, il ne faut pas non plus l'oublier, même si c'est peut-être pas le coureur que vous aviez le plus envie de voir gagner chez les Français. Ça reste une belle victoire française. Le bilan, il est bon à partir de ce moment-là où tu es actif dans le classement général, tu gagnes une étape. Voilà, ça peut pas être des Tours de France 2019 tous les ans. Julien Philippe n'était pas là. Julien Philippe, voilà, c'était des victoires en 2018, en 2019, en 2020. En 2021. En 2021, ouais, peut-être pas 2019. Si, tous les ans depuis 2018. C'est ça, ouais, si j'avais peur de dire une bêtise, 2021 aussi, du coup. Voilà, il n'était pas là cette année. On est passé à côté de belles petites choses. Je pense à Thibaut Pinot, je pense à Benjamin Thomas. Mais c'est des coureurs qui ont assuré. Après, moi, j'irais plus sur du cas par cas, avec, je trouve, beaucoup de coureurs qui ont été aussi plutôt décevants. On va partir du Polo juste après sur le cas par cas, si tu veux bien. Juste pour le moment, pour rester vraiment dans le global, j'ai mis un tableau qui résume un peu ce que la France a fait comparativement aux autres nations, parce que c'est vrai que on regarde énormément ce que les Français ont fait, et j'ai pris sur PCS, c'est extrêmement bien fait. En fait, PCS vraiment te calcule un score par nation en fonction du nombre de victoires d'étape, du classement général, du classement par points, du classement de la montagne, du classement des jeunes, du nombre de podiums par étape et du nombre de top 10 par étape. Et au final, un score est calculé, et on voit donc que les Belges, les Danois et les Slovènes seulement sont devant les Français. Il y a beaucoup de 13 sur 20 dans le chat qui sont notés. Robin, toi, sur le
global vraiment sur les Français, coureurs français, équipe française, quelle note tu donnerais dans l'idée à ce Tour de France des Une Bleus? note. J'avais pas pensé à une note, mais je dirais Bah, je pense qu'une 14, note, en fait, tu vois, il y a 14 pas mal sur de 20. notes qui sont données, tu vois, et ça donne une idée parce qu'en fait, Ouais. bon ou mauvais bilan, on a plutôt tendance à dire bon parce qu'il n'est pas mauvais. Mais Moi, je peut-être que dirais donner une note. 14. Je dirais 14. Tu vois, là, il y a Dibos dans le chat, il dit assez déçu par rapport aux attentes. Je suis justement pas d'accord avec ça. Et il y avait quand même pas mal de messages dans le chat qui disaient qu'ils trouvaient que le bilan était bon. En fait, justement, il faut comparer aux attentes. Ok, on fait derrière les Belges, les Slovènes et les Danois, mais en même temps, on savait qu'on avait ni Van Aert ni un coureur qui allait gagner le Tour. Donc c'est Hmm. normal qu'en termes de points, si tu calcules des points, ils soient devant. Ils ont gagné plein d'étapes, ils font 1 et 2 du Tour, voilà. Mais par rapport aux attentes qu'on en avait, Polo, il a très bien dit, tu as Alaphilippe qui n'est pas là, ça fait déjà un manque. Ensuite, tu n'as pas de sprinter français qui va jouer les étapes, à part Christophe Laporte qui Bah, sauve le bilan. nos trois sprinteurs français n'étaient pas là. Voilà, Laporte, il est quand même pas là pour jouer les sprints pour lui au départ. Donc Cocard, Boigny, Desmar, on va dire, si on prend les habituels, ne sont pas là. Ensuite, tu as un Romain Bardet qui vient alors qu'il a fait le Giro et qu'il était préparé pour le Giro. Donc qu'est-ce que tu en attends? Je pense que David Gaudu, on est tous d'accord pour dire que sa place, c'est un super résultat et qu'il ne pouvait pas aller chercher mieux. Romain Bardet, je ne pense pas qu'il pouvait aller chercher beaucoup mieux. Alors Bardet, tu peux te dire, il aurait dû jouer les étapes et il aurait un bon tour pour Bardet, ça aurait été de nous claquer une étape. Ça, je le conçois, je l'entends. Mais à partir du moment où il est deuxième du général après le Granon, c'est compliqué de ne pas jouer le général. Il y a une étape de montagne qui est passée, t'es deuxième. Bah évidemment que tu vas jouer le général. Et ensuite, on a la victoire de Laporte qui vient bien voilà, sauver, c'est peut-être pas le mot, parce que même sur la victoire de Laporte, ça n'aurait pas été un tour cata, mais qui vient ajouter un petit truc, voilà, ne pas nous laisser Fanny, qui est là pour le coup, même si on savait qu'on n'avait pas beaucoup de Français qui pouvaient gagner des étapes, ça aurait été dommage de finir à zéro. Donc on évite ça. Moi, je trouve que c'est un tour qui n'est pas du tout incroyable, on est d'accord, et on s'en rappellera pas pendant des années et des années. Mais le bilan qui doit être fait, il doit être fait forcément par rapport aux attentes. On ne peut pas faire le bilan en se disant Pinot n'était pas au top, Bardet il n'est pas aussi fort qu'en 2016, Alaphilippe on oublie qu'il n'était pas là, on n'a pas gagné le sprint sans prendre en compte le contexte. Donc moi je dirais ouais, un petit 14, c'est pas mal. Il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. J'aurais aimé avoir un Français qui joue le maillot à poids un peu plus sérieusement. Bardet aurait pu peut-être claquer l'étape dans un scénario différent. Benjamin Thomas aussi, voilà, mais dans l'ensemble c'est correct. Ouais, c'est ça, et il y a un message de Guy Vrator dans le chat qui dit qu'il faut arrêter de croire que gagner une étape, c'est automatique chez les leaders. C'est dur et aléatoire, et c'est con de viser ça. C'est peut-être pas con de viser ça, mais là où il a raison, c'est que c'est dur et aléatoire, et que être un leader dans une échappée, quand tu joues une victoire d'étape, on l'a vu avec Pinot qui en plus n'avait pas les jambes pour le faire, et bah t'es ciblé. T'es ciblé, et c'est tout de suite beaucoup plus risqué. Je suis pas sûr cette année, au vu des scénarios des étapes, notamment en montagne, je suis pas sûr qu'un Romain Bardet aurait gagné une étape. Il y a plus de chances qu'il ne la gagne pas plutôt qu'il la gagne. C'est plus ça. Le problème, on a reproché à Gaudu et Bardet de faire leur tour pour une des places d'honneur sur le classement général. Arrête, Moi, Gaudu, je on pense savait que qu'il était là pour ça. Hein. Gaudu était là pour ça, mais ça n'a pas empêché certaines personnes, plus ou moins connues et plus ou moins actifs sur les différentes chaînes de télé, lui reprocher de faire le tour que David Gaudu a fait. Le tour que David Gaudu a fait, il est excellent. Il est excellent pour son niveau. J'aime bien dire que c'est le best of the rest, mais c'est exactement ça. Derrière Ineos, UAE et Jumbo, c'est Gaudu. Le premier, c'est lui. Il fait un super Tour de France, et aujourd'hui, Je t'ai fait un résumé Paul en template d'ailleurs allez, c'est qu'on top ça. Bravo, l'ait bien Joseph. en tête. Quatrième du général et des Mais c'est belles ça. places Et, sur des étapes importantes. mais c'est ça, Gaudu a fait un super Tour de France. Alors, on pourra lui reprocher certaines petites choses. Le fait notamment de peut-être pas se faire confiance plus que ça, d'avoir été très dépendant de ses coéquipiers, notamment dans ces moments-là. Mais voilà, ça aussi, c'est une belle réussite de la part des Français. C'est cette équipe Groupama FDJ qui fait un super Tour de France. Un Valentin Madouas, à qui on peut décerner peut-être avec Van Aert le rôle de meilleur coéquipier de ce Tour de France. Franchement, c'est top. Pour David Gaudu, la Groupama FDJ, c'est top. Sepkus aussi. Euh,
C'est plus aussi, mais ça risque de faire plus débat du côté de Robin. Romain Bardet, mais Romain Bardet, c'est pareil. Je sais pas ce qu'on reproche à Romain Bardet, alors qu'il est, Le comme le dit panache, Robin. le truc qui sort, Polo, c'est le panache. C'est Mais en le mode panache, nos Français, on fait peut-être des bons résultats, mais ils n'ont pas fait rêver. Et ça, je peux le concevoir. En plus, qu'on a été c'est ça, habitué à pour des moi, c'est de tours, la des branlette. Pinot à la Philippe, on va C'est dire. de l'énorme branlette, ça. Pour moi, je suis désolé. C'est pas contre toi, Robin, ni Non, mais contre les il y en gars a qui qui pensent ça dans préfèrent, le il y chat. en a qui préfèrent que des Bardet ou des Godu soient à l'attaque tous les 2 jours et ne jouent pas le général, mais jouent les étapes plutôt que de jouer le général. Il y en a D'accord, qui mais vivront plus bah, comme ça et je peux le comprendre. bah, ça, c'est pas du Après, on peut. panache. Ça, c'est j'ai petit bras. C'est pas du panache, du coup. Tu vois ce que je C'est veux jouer dire? les étapes. C'est jouer les étapes. Refuser de jouer le général alors que tu as les jambes juste pour potentiellement gagner une étape et ne pas te frotter au meilleur. Bah, je trouve que c'est pas du panache. Alors après, on a toute notre vision du panache aussi, tu vois. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment où, après la première étape de haute montagne, je m'entends en double, les gars. Je sais pas si l'un de vous a mis du retour. Moi, j'ai rien fait, Euh, j'ai rien changé. Moi non plus. mais Tu c'est pas parles très peut-être grave. 2 fois. C'est pas très grave, les gars. Mais comme Robin l'a dit, à partir du moment où au Granon, t'as Godu qui arrive à déposer Pogacar et t'as Romain Bardet qui va faire podium de l'étape devant même Geraint Thomas, tu te dis, mais pourquoi tu veux que ces gars-là aient joué les étapes derrière? C'est ça que je comprends pas. Donc on verra par la suite si eux en ont marge de jouer les classements généraux. Bardet, on a pu se poser la question cette année. Godu devait aller chercher une très belle place. Les deux vont chercher de très belles places. Voilà, moi j'attendais de ces coureurs, et je l'avais dit à la preview, j'attendais de les voir se bagarrer avec les meilleurs parce que je trouve que c'est ça aussi le vrai panache finalement. C'est Il y a- il y a- il y a- Vas-y, dis-moi. Excuse-moi, non, mais il y a non, c'est pas Jean Mur, c'est Goncalves. Il dit on se rappelle plus d'une victoire d'étape que d'une 7e place au général. Je trouve que ça dépend. Oui, une victoire au sommet de l'Alpe d'Huez, on s'en rappelle plus. Mais on peut faire des quiz si on veut sur les Français vainqueurs d'étape sur le Tour depuis 2010. Il y en a qu'on va galérer à trouver et que certains auront sans doute oublié. Alors que des mecs qui font 4e du Tour de France français, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et là, je peux dire qu'on s'en rappelle. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ce truc-là. Je veux dire que Simon Clark, oui, ils vont s'en rappeler longtemps en Australie de sa victoire d'étape. Mais est-ce que nous, on va s'en rappeler longtemps de la victoire d'étape de Simon Clark en échappée? Bon, bah, peut-être un peu moins quand même. Pareil pour la victoire d'un Magnus Cort, tu vois, c'était une super histoire, ça va nous rester en tête un petit moment, mais dans 5 ans, je te dis qui a gagné à Châtel sur le Tour 2022, je suis pas sûr et certain que tu me le sortes en 2 secondes. Donc, Non, par contre, après, je suis assez d'accord sur la place. Tu vois, être 7e, c'est pas non plus mais Bardet, incroyable. il fait Je 7, pense que qui mais se Godu souvient fait 4 aujourd'hui déjà. que le Mevel avait fait un top 10 s'il avait Mais gagné une étape. Bardet il a été un peu bloqué par ses aspirations du début. Et une fois que tu es 2e, tu ne peux pas de toute façon aller dans une échappée pour gagner une étape. Non, mais je pense que pour Bardet, on ne se souvient pas nécessairement de sa 7e place au général. Je pense qu'on se souviendra de son étape au Granon et plus globalement, en fait, de l'impression qu'il te laisse. Tu vois, ce ne sera pas nécessairement statistique, l'impression que nous laissera Bardet cette année. Ce sera véritablement un retour, une sensibilité qui te touche, un Français Ouais. qui a fière allure, qui se bat. Je pense que ce ne sera pas chiffrable. Tu vois, quand on te dira ouais, Bardet il fait 7e, je pense que tu te diras ouais, il fait 7e, mais tu te souviendras beaucoup plus pour le coup de l'étape au Granon et de la sensation Ouais, mais c'est pour ça, je veux dire qu'une victoire d'étape, dire qu'une victoire d'étape, on s'en rappelle forcément plus, ça dépend l'étape, ça dépend le scénario de l'étape. Et moi, je pense que, alors là, tu parles de Bardet, mais je pense que Godu 4e, c'est son premier tour à jouer le général, c'est une référence pour lui. Je pense qu'on va s'en souvenir. Ouais, bah, je n'ai pas Et grand-chose à après, ajouter, du je suis coup, d'accord. les chasseurs d'étape, Paul, Pinot a failli en choper une. Là, je mets les templates. Pinot a failli en choper une, donc 4e Il y a une faute à ton tableau, à Joseph. Chalais en Suisse. Ouais, effectivement. Et 3e amende. Je vais changer Un ça. chalet en Suisse, ça existe, hein, mais du coup, on ne sait pas trop où c'est. Ouais, effectivement. Mais oui. Et Christophe Laporte, du coup, qui sauve le bilan français en termes de victoire d'étape. Ouais, moi je pense que c'est plus de ce côté-là qu'on peut faire un peu la fine bouche, voir que finalement on doit attendre l'avant-dernière étape et que ce soit Christophe Laporte qui nous l'amène. C'est que on a cette tradition aussi en France de l'équipe de baroudeurs qui au moins anime un peu le tour dans les échappées. On l'a très peu vu ça.
Thibaut Pinot, on peut lui reprocher ce qu'on veut, notamment pas avoir gagné, mais ça, encore une fois, je trouve que ça va dans le sens du débat qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'on demande, on demande encore une fois énormément à Thibaut Pinot, qui avait sûrement la victoire d'étape dans les jambes, mais ça ne sourit pas tout le temps. Thibaut Pinot, il n'a pas gagné tous les ans depuis 2012 sur le Tour de France. Très loin de là, même. Mais le seul Français qui est capable de gagner quasiment tous les ans où il vient, c'est Alaphilippe. Hein. Mais c'est ça. On a peut-être été élevé justement avec cette idée d'avoir un Julien Alaphilippe capable de gagner partout sur n'importe quel terrain. Quand tu le vois en 2018 gagner des étapes de montagne, tu te dis oh, c'est trop cool. Quand tu le vois aller gagner en 2019, en 2020 dans des arrivées un peu tricky, tu te dis ah bah c'est cool, il peut gagner partout et puis il va en gagner plein et puis en plus l'année dernière il a gagné la première, il va en gagner 7 sur le Tour, il n'en gagne qu'une, les Français en gagnent qu'une. Enfin voilà, c'est dur de gagner une étape sur le Tour de France, mais par contre, au-delà de gagner des étapes, c'est le manque d'activité, je trouve. Des coups dans les échappées ratés. Je suis d'accord, pour moi, les c'est bons coups qui nous passent. Polo. C'est ça, les bons coups qui nous passent sous le nez, les belles victoires d'étape de certains qui auraient pu, au niveau des coureurs qui les gagnent, nous revenir. Tu vois, Benjamin Thomas à Megève, non, à Châtel, non, à Megève. À Châtel, c'est Jungels. À Megève, tu te dis merde, quoi. On n'était pas loin. Et un bon petit grimpeur français, il aurait pu jouer sa carte sur cette étape, quoi. Tu vois, à partir du moment où Kortnissen arrive à la gagner, un bon Cosnefroy aurait pu la gagner. Moi, je trouve que c'est ça, c'est plus au-delà du résultat pur, l'impression que les Français ont très très peu pesé sur la course cette année. Et c'est pour ça que je mets pas une note extraordinaire autour des Français non plus. Tu mets combien, t'as pas dit, Polo? Moi, je mets un 12, 13, tu vois, à cause de ça. À cause de ça, à cause de certains Français qui sont passés à côté de leurs objectifs et surtout du manque, je trouve, du manque d'activité globale sur ces 3 semaines. J'ai mis PCS a fait ce qu'est le classement par rapport aux nations et l'a fait aussi par rapport aux équipes pour qu'on ait un peu une idée aussi du tour des équipes françaises. Et on voit que la Groupama FDJ est la meilleure des équipes françaises devant Cofidis et AG2R. Et là aussi, il y a des coefficients en fonction véritablement de la meilleure place du classement général, étape, chaque maillot distinctif, top 3, top 10. La Groupama FDJ donc, est 10e devant la Cofidis et AG2R. Et par contre, il y a 3 équipes qui ont un peu plus souffert. Mais on voit qu'il y a des belles équipes quand même dans le bas du classement. Pas forcément celles qu'on s'attendait. Astana termine dernier avec la Lotto. BNB ne termine pas dernier. Ils se sont quand même fait bien chambrer pendant tout le Tour de France, à raison des fois. Mais voilà, ils ne sont pas derniers. Et la Total qui fait 18e. Le Team Arkea qui vraiment, on voit que Quintana a sauvé les mecs. Voilà, je voulais juste vous montrer, mais après, ce classement. C'est pareil, il faudrait pondérer par rapport aux effectifs que tu envoies sur le tour. Cofidis, malheureusement, ils perdent. Après Martin ça, tu le choisis. Tu le choisis. Ah, tu choisis. Non, ils n'ont pas tous des cadors dans leurs équipes. Ah non, bien sûr, voilà. C'est pour ça. Après, que Arkea, je pense ils vont faire quoi de plus? Arkea, t'attends quoi de plus que ce qu'ils ont fait? Bon, moi, j'attends rien de plus d'eux. Attends, Quintana, il va faire 6e, c'est incroyable déjà. T'as Barguil qui malheureusement est out sur Covid. T'as Hofstetter qui fait les sprints comme il peut. Capiot, pareil. Et voilà, qui vont gratter un petit top 10 par-ci par-là. Est-ce que t'en attends mieux? Moi, j'en attendais pas mieux, honnêtement. Par contre, AG2R Citroën, là oui, j'en attendais mieux. Ils sauvent leur tour avec cette victoire de Bob Jungels. Heureusement qu'elle est là. Parce que Cosnefroy a été transparent, parce que O'Connor n'a pas été chanceux et donc n'a pas pu jouer sa carte. Donc là, pour le coup, oui, j'en attendais plus. Cofidis aussi, j'en attendais peut-être plus sur le côté que disait Polo tout à l'heure, les échappées, voilà. Et puis BNB aussi sur les échappées, un peu plus d'activité. Mais tu vois, Arkea, j'en attends pas plus, par exemple. Je pense qu'ils étaient au max et qu'ils sont très contents de leur Tour de France de leur côté. Oui, c'est ça aussi. C'est voir aussi les revues d'effectifs des uns et des autres. Et à ce petit jeu-là, des mecs, des coureurs capables de gagner des étapes sur le Tour de France, le plus haut niveau mondial, ne sont pas non plus légion. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en a peut-être beaucoup trop demandé à un Thibaut Pinot qui est quand même très loin de son meilleur niveau, mais qui avait peut-être la jambe possible pour le faire. Mais mine de rien, ça n'a pas souri. 2 podiums, allez, un podium et demi, on va dire. Il passe vraiment pas loin. Mais il faut aussi un peu de réussite, une réussite qu'on n'a pas eue. Mais la réussite, ça se provoque. Et je trouve que les coureurs français, dans leur globalité, auraient peut-être plus pu la provoquer.
Mais ça reste quand même positif dans la globalité, je trouve, quand même, pour les Français, ce Tour de France. On va passer au dernier débat, les amis. Je prépare juste l'historique, donc du coup, à partir de 2000 aussi, étant donné qu'on a décidé d'aller un tout petit peu plus loin qui est prévu. 21e siècle, Joseph, ça sonne bien, gros. Ça sonne C'est bien. pour ça. C'est pour ça que je te propose ça. Donc, hop, les amis, je vous montre Et à un moment, on d'abord. ne pourra plus Pour faire sur le commencer. siècle, hein. Il y en aura trop, quoi. Ouais, c'est ça. Il faudra prendre des tranches. Alors, je vous montre d'abord depuis 2007 pour qu'on se remémore un petit peu les vainqueurs, deuxième, troisième, juste qu'on ait quelques noms en tête, mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a plein d'autres éléments dont on va parler. Tour 2022, franchement incroyable. Vous voyez, je crois qu'on en a parlé sur la quotidienne, mais quand on se posait la question qui a été le plus impressionnant, cette année, on peut dire 5 mecs. L'an dernier, on pouvait potentiellement dire 1, 2 si on allait chercher un vainqueur d'étape. Donc, c'est que c'est un tour différent des autres. Maintenant, où est-ce qu'on le place? Du coup, est-ce que Paul, Robin, qui veut commencer? Si vous avez une idée de où vous placez ce Tour de France depuis 2000, du coup, depuis le 20e siècle. Dans les 3 21e. premiers, sûrs. 21e. Dans les 3 premiers. C'est un Vas-y, premier Robin, élément vas-y. de réponse. Dans les 3 premiers, sûrs, ouais. Après, je pense que on peut en débattre avec Polo, ça va un peu faire le tri et voir si on le met 1, 2 ou 3. Mais moi, je pense que, allez, il y a 2019, mais 2019, c'est très centré franco-français, parce que je pense qu'un Italien, il le vit pas du tout pareil, le Tour de France. Il y a 2011, qui est un très très beau Tour de France, mais là aussi, il y a quand même un petit côté franco-français. Et allez, il y a 2003 et peut-être, allez, je rajouterais 2010. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi 2010, le duel Schleck-Contador. Et 2003 parce que c'est le tour le plus spectaculaire des années Armstrong et on a décidé de les prendre dedans. Donc faut les compter. Donc voilà, le tour de 2003 où Ulrich est pas loin de faire tomber Armstrong. Mais voilà, je dirais, il y a Rafiki qui fait une liste qui ressemble un peu, quoi. 2003, 10, 11, voire 2019. Au-dessus, donc lui il dit qu'ils sont au-dessus. Moi je les mets pas tous au-dessus. Mais je pense qu'on a les 5 tours les plus impressionnants, les plus spectaculaires du siècle. Ouais. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Donc déjà, on peut trier, comme tu le dis. Pour moi, ce tour, il rentre dans les meilleurs, dans le meilleur cru de ce siècle. Il y est avec le tour 2003, c'est sûr. Il y est avec le tour 2010, c'est sûr. 2011 aussi. Et Ah bah il n'y a plus de place sur 2019. le podium là. Et attends, on y arrive. Il faut en enlever. Moi, 2019, je ne le mets pas sur le podium. Je ne le mets pas sur le podium parce qu'on a vraiment cette perception franco-française d'un tour qui, quand tu n'es pas français. Après, moi, à titre perso, c'est peut-être le plus haut en termes d'émotion. Mais oui, c'est ça le problème aussi, c'est qu'en termes d'émotion, c'était peut-être Ouais, mais on a des Belges extraordinaire. qui nous regardent, les amis, donc on les respecte. C'est pour ça. Ouais, mais Mais, si je te donne mon avis à moi, celui que j'ai le plus Ok, kiffé, c'est sûrement 2019. ok, bah dans ce cas-là, oui, moi aussi, Et des moi aussi Bretons. je mets 2019. Moi, je mets 2019. Après, je mets 2011, je pense. Après, je pense que je mets 2019, 2011 et après, je mets 2022. Et après, il y a le 2010 et le 2003 que ça m'enquiquine qu'ils ne soient pas sur le podium, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Ouais, c'est ça, faut faire des choix. Du coup, vous avez votre top 3 chacun. Comment est-ce que vous départagez ces tours-là? Moi, c'est sur le spectacle. Tu vois, je te dis que j'ai adoré le Tour 2010. Je le mets pas sur le podium 2010 Alors, parce Polo, est-ce que que. juste tu peux sortir du tableau? Voilà, t'es un seigneur. Tu sors du tableau et après, comme ça, je vais juste remettre exactement les podiums des uns et des autres. Podium Paul et podium Robin. Est-ce que vous pouvez me les redonner histoire que. Moi, j'ai pas décidé encore, Joseph. Oui, mais non, mais d'abord dans le désordre. Paul, t'as décidé, toi? Bah ouais, mais pourquoi tu veux faire ça, Jo? T'emmerdes Non, pas, mais hein, juste t'inquiète. avoir les trois, qu'on sache que les viewers aient en tête, parce que là, on a sorti 12 000 dates. Vous me dites votre Vas-y, podium ok, dans le ok. désordre. Mais écoute, oui, bah moi, le mien, du coup, Jo, 2019, 2011 et 2022. Allez, Même si ça m'ennuie, hein. Je prends le temps de la réflexion, quoi. t'inquiète, Moi, on je vais pourra dire changer. 2022, 2011 et 2019. Allez. C'est les mêmes que Paul, en fait. C'est juste l'ordre qui Ouais. diffère. Ouais, mais moi, j'ai Euh, pas donné d'ordre encore.
Moi, c'est Lord, je pense. Moi, j'élimine 2010, par exemple, du podium. 2003, je l'élimine parce que tout Pourquoi tu as mis simplement. 2010 Enfin, moi aussi, je l'élimine, mais par curiosité, sachant Moi, je l'élimine que parce tu l'aimes beaucoup, que ce tour. je l'aimais beaucoup, mais en fait, la bagarre contre Tador Schleck c'est passé sur des sommets d'ascension à chaque fois. Moi, je me rappellerai toujours de Bjarne Riis qui nous dit dans ces années-là, on a un plan. On a un plan pour battre Ouais. Alberto Contador. Et le plan, tu l'attendais pendant 3 semaines, hein. Et le plan, tu avais l'impression que c'était attaqué à la flamme rouge. Et moi, ils me rendaient dingue, les frères Schleck. Ils étaient deux et ils attaquaient toujours à la flamme rouge. Bon, en 2010, il se trouve qu'ils sont pas deux parce que Franck avait abandonné sur les pavés. Mais ils me rendaient dingue à attaquer aussi tard. Je me disais, mais pourquoi ils tentent pas un truc un peu plus loin quand même? Ils avaient une grosse équipe, la CSC. Et donc, on avait une énorme bataille, on avait un gros suspense, on a eu des rebondissements dans le Tour 2010, mais ça s'attaquait de pas assez loin, à part dans le port de Balès, quand il y en a un qui a une galère. Alors que 2022, c'est un truc que pour moi, il faut vraiment qu'on apprécie, qu'on le remarque, parce que ça n'arrive pas tous les ans, c'est que les mecs se mettaient des attaques à 50-60 bandes de l'arrivée. Et régulièrement. Dans l'étape du Granon, c'est incroyable, mais bon, ça, on le sait, c'est une étape mythique qui va rentrer dans l'histoire du Tour, je pense. Mais on peut le dire aussi sur les étapes pyrénéennes, ils se sont attaqués de super loin. Toute la partie avec Bjerg, McNulty qui font le tempo et où ils sont qu'à 3, McNulty, Pogacar, Vingegaard, c'est incroyable. L'étape d'Otakam, c'est pareil. Quand Pogacar lui commence à lui mettre des mines dans ce pandel, qu'il a failli le faire chuter dans la descente, pareil, on part à 50 bandes de l'arrivée. Donc franchement, on a eu des scénarios comme ça plusieurs fois qui ont été pour moi dantesques parce que c'est des trucs qu'on a très rarement sur le tour. Et tu vois, avec Polo, on met 2011 sur le podium. Et en fait, 2011, on l'a qu'une seule fois le scénario comme ça. C'est sur l'étape du Galibier que gagnons de Schleck. Le reste du temps, on n'a pas du tout ces scénarios-là. Et là, on l'a eu 3-4 fois dans ce Tour de France. C'est ça. Après, tu vois vraiment la différence, et là, Robin est beaucoup plus objectif que moi. C'est que voilà, 2009 et 2019 et 2011, tu vibres par le prisme des performances des Français. En 2011, tu as ce duo Pierre Roland. Il y a quelqu'un qui crie en bas de chez moi, là, c'est insupportable. C'est quelqu'un qui On dirait t'appelle. on dirait un chien en train Là, de il y a pleurer, l'âne. mais c'est Bah, tu juste. vois, Ils savent c'est pas le ce qu'ils font les gens parce que Romain, hein. ils Non, mais c'est savent pas que Polo est insupportable. au bout du rouleau cette fin de Tour de France et qu'il peut démarrer n'importe qui à tout moment. Ouais, à tout moment, elle va prendre un verre d'eau, la petite gosse. Non, plus sérieusement, Elle a 4 ans. plus sérieusement, voilà, moi, mon prisme, il diffère parce qu'il y a ce côté franco-français qui rentre en jeu. On en parlait tout à l'heure. 2019, tu as des belles victoires d'étape. Elle a Philippe à Épernay, elle a fini pas à Pau. Le lendemain, Pinot au Tourmalet. Après que Pinot ait fait un super chrono aussi à Pau, c'était extraordinaire ce tour. Tous les jours, c'était la folie. Jusqu'à l'étape de l'Iseran, évidemment. Mais derrière, tu as 2011 avec un Vauclair fantastique, avec un Pierre Roland fantastique, maillot blanc, vainqueur d'étape à l'Alpe d'Huez. Tu as Jean-Christophe Perrault qui est hyper fort aussi, qu'on oublie un peu dans ces batailles. Ce tour était fou aussi. Et en plus, cette étape du Galibier qui est Attends, exceptionnelle. Pierrot en 2011. Perrault, ouais. Perrault en 2011, il fait top 10, je crois, si je dis pas de bêtises, non? Ah bon, je me rappelle pas moi. Putain, il me semblait, mais je suis sûr de le voir dans l'Alpe d'Huez avec les meilleurs, Perrault. Les gars dans le En 2011 en C'est peut-être 2011, ouais. 2013. En 2011, je l'ai regardé aujourd'hui l'étape, donc je sais. Perrault, en fait, il explose en début d'étape. Ah ouais? Sur Ouais, l'Alpe, et c'est le seul. sur l'Alpe, j'ai C'est l'impression de le le voir seul avec les meilleurs. Dans le Télégraphe, non, c'est Riblon. Non, dans C'est l'Alpe en Riblon qui est 2011. avec les meilleurs dans l'Alpe en 2011 et qui était dans l'échappée matinale. Et Non, finalement, il y a des grosses confusions dans le chat. Il y en a qui disent il fait podium, il y en a qui disent il gagne l'Alpe. Alors le podium non, c'est en 2014 2011, et il en gagne l'Alpe, 2011, c'est sûr et Riblon. certain, Jean-Christophe Perrault est lâché assez tôt et c'est Riblon qui. Perrault, il fait fait 9e 11e du général. il fait 11e de l'étape à 1,27 de Pierre Roland et à moins d'une minute de Contador. Riblon Je dis pas de la merde, Perrault. Oui, Perrault. Mais oui, Joseph. Mais oui, mais il Oh, a assez. allez, Enfin, réveille, Joseph. Non, mais ça a été un des premiers lâchés, Polo. Mais il fait pas top 10. Il a jamais été dans le. Il a été dans le groupe Basso, je crois, c'est tout. Mais C'est ça que je veux dire. enfin, bref, c'est pas. De toute Dans façon, le on s'en groupe fout, c'est pas Basso, très on grave. n'a pas revu l'étape aujourd'hui, nous. Et c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça qu'il Mais faut nous, faire confiance là-dessus. Je te fais confiance, moi, Joseph. mais en tout cas, Perrault était aux portes du top 10 et 9e du Tour de France en 2011 aussi. Donc, tu vois, c'est pas rien. Aujourd'hui, on est content de voir Romain Bardet faire 8e. À cette époque-là, c'était une belle perf aussi face à cette adversité de faire un top 10. Donc, voilà, c'est ça. Perrault revient dans la vallée avant l'Alpe. Et
Et en ça, je trouve que le Tour 2011 était assez fou parce qu'en plus, ça nous a donné des belles étapes, des belles passes d'armes avec Vauclair pour sauver son maillot, son maillot jaune. Les gens disent que les Pyrénées n'étaient pas folles. Moi, les duels Van Endert, Sanchez dans les Pyrénées, j'aimais bien. Derrière, Vauclair était extraordinaire, je trouve, dans les Pyrénées. Écoute, non, franchement, le 2011, plus j'y pense, plus je l'aime vraiment beaucoup ce temps. 2011, t'avais un vrai maillot à poids. Ouais, ouais. Une vraie bataille et des vrais mecs pour le maillot à poids. Allez, Samuel Sanchez qui était arrivé. Combien à l'Alpe? Troisième. Ouais. Troisième, ou deuxième. Deuxième, il bat Contador, je crois, sur la je dis 3, mais c'était un pronostic, j'étais pas sûr. Ouais, moi c'était 2 ou 3. Moi j'aurais dit 3. Deuxième. Okay. Et Contador refuse de lui filer des relais et il laisse partir Roland parce que justement, Samuel Sanchez refusait avant de rouler avec lui. Alors que la veille, ils avaient roulé ensemble. Mais bon. Ça mue. Mais Contador, il le regarde, mais je peux dire qu'ils se sont parlé espagnol de manière assez claire, à mon avis. Il lui a dit non, j'en ai rien à foutre, moi je vais pas t'aider. Bah voilà, du coup. Tu bouges pas ton podium, Robin, du coup Robin, tu laisses comme ça? Non, moi je reste comme ça. 2019. J'hésite beaucoup à faire passer 2019 devant 2011, mais je reste comme ça. Et pour Polo? Moi, je bouge pas. Je mets 2019-2011, même si je pense que si on m'enlève mon côté franco-français, je pense que je mets 2022 devant les autres. Ouais, pas mal. Ok. Troisième débat, les amis. Le dernier. On a fait 3 là, d'ailleurs. On a terminé les débats. Là, j'ai sorti. On a terminé les débats. Il me refaisait le premier, Joseph. Ouais, c'est pour ça. Non, parce qu'à la base, pour dire, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, ouais, on va poser 5 questions. On n'en avait pas 5. Ça a duré. Et là, on vient de faire 1 heure sur 3 débats. Donc, on va tranquillement terminer avec 2 choses. Évidemment, le quiz, mais juste avant, l'annonce des vainqueurs de la fantasy. C'est beau, ça. Avec les lots Specialized, du coup. Et donc, félicitations à Léo qui gagne la fantasy Discord et qui remporte, si tu le souhaites, bien évidemment, le maillot de Julien Alaphilippe. On va passer en MP, les amis, tous les 3. À voir sur le Discord, de taille du coup, aussi. tout simplement. C'est pour ça, il y a des histoires de taille, donc on va vous rassembler tous les 3 et on va en parler tranquillement. Mais on rappelle ce qui était à gagner, c'était franchement cool. Merci à Specialized, le sponsor qui a tout de suite proposé ces maillots-là. Ces maillots-là, en plus, seront dédicacés pour Alaphilippe, pour Sénéchal, et à voir pour Remco Evenepoel. C'est pas facile en ce moment parce que les team liaisons en fait sont en Belgique, ils sont en partance pour l'Espagne, en stage, etc. Donc il va falloir un peu patienter, mais en théorie, le maillot de Remco pourrait être dédicacé, mais pour en avoir l'assurance, on va attendre un peu, quoi qu'il en soit, on va vous revoir en MP. En tout cas, c'était vraiment cool. Merci à tous ceux qui ont organisé la Fantasy Discord. Et sachez qu'il y aura une nouvelle Fantasy Discord pour le plaisir sûrement à voir pour la Vuelta, mais c'est en cours de discussion sur le Discord. Voilà pour le Discord, les amis. On va terminer l'émission. J'ai fini 23e, Joseph. Ah, t'as fini 23e, bah, c'est pas mal. Pas les couilles. Félicitations. Ouais, mais je savais, Polo, mais c'est sûr que toi, t'as fini 1400e. Ouais, c'est ça. Sur 1440. C'est pas mal. Hein. J'ai battu 40 mecs. Bravo, Robin. Franchement, moi, je trouve ça impressionnant d'être. T'étais rigoureux et j'aimerais l'être autant de toi. Et la surtout, craquante Van Poppel sur la 19e étape me coûte le top 10. Bah, écoute, ça arrive. Quiz pour terminer, les amis. Allez, c'est parti. Bah, du coup, les gars. Dernière fois les lunettes. De quoi? Dernière fois les lunettes. Ah oui, c'est vrai. Les dernières. Polo, voilà, nickel. 2 petites questions, toutes simples, les amis. Pour commencer, et après, il y aura des petits qui suivent. Si je vous dis GPA, les gars, vous me dites 1903, parce que ce sont les premières lettres du premier, du deuxième et du troisième. Garin, Potier, Augereau. Okay. Donc là, je vais vous dire 3 lettres de suite et vous allez me dire l'année. C'est pas mal. Vous m'avez compris? Ouais. Si je vous dis FQR, vous me dites 2014. 2013. 2015. 2015. Voilà. Putain, si celle-là, tu l'avais je pas. confonds tout le temps. Tu les prenais. Tu les prenais. C'est Rodriguez R. Ouais. Je confonds tout le temps les années Quintana Froome. Là, je suis cata. Franchement.
Au début, je pense à Fignon, donc j'étais pas du tout là. Deuxième question, les amis. Quel Français évoluait dans la même équipe que Tom Danielson en 2011? Putain, attends. Un Français de Garmin, je sais pas. Garmin. Le Mével? Ouais, Ah, bien joué. Ah, putain, allez. Ah, exactement. bien joué. Il De toute façon, finit, quand t'as il pas la finit réponse, là-bas. tu dis le Paul, Mével. 2-0. Il finit là-bas. Merde. 2-0. On passe au qui suis-je, les gars. J'en ai préparé 5. Ça sent pas bon cette histoire. Sachant que Arrête de c'est dire un ça, quiz putain. spécial 2011, je me suis fait plaisir en Ah, c'est regardant vrai l'étape aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, il y a des petits noms qui me régalent. Et comme je me suis dit que potentiellement vous aviez aujourd'hui un peu jeté un œil à 2011, je pouvais aller sur des trucs un peu plus, Moi, j'ai pas sur jeté des d'œil. hommes un peu plus détaillés. Allons-y. Question. Qui suis-je? J'ai actuellement donc 46 ans. Je me suis retiré en 2013 et j'ai commencé chez US Postal. Je suis parti en 2003 de chez US Attends, Postal. répète, j'étais pas concentré. Ah, ok. J'étais vraiment J'ai pas actuellement concentré. 46 ans et je suis retraité depuis 2013. J'ai commencé chez US Postal en 98. J'en suis parti en 2003. Hamilton? Non, je suis un coureur qui suis allé sur les classements généraux. Popovic. Non, j'ai gagné 6 fois dans ma carrière. Eras? Non. J'ai gagné notamment Paris-Nice, sur Paris-Nice, une étape de Saint-Étienne devant Jonathan Hiver. Je suis américain et j'ai fait 4e du Tour de France 2008. Van de Velde. Ouais, Exact. bien joué, bien joué. Putain, bien joué. Est-ce que ça a été trouvé dans le chat? J'ai pas l'impression. Sur le 4e du tour, c'est possible que ça soit sorti. Eh ben même pas. Renault. Renault, j'ai l'impression. Ouais, mais en même temps que toi ou juste après. Ok. 2-1. Christian Van de Velde. Merci à Goncalves qui dit que c'était moi, 4e du tour 2011. 2008, pardon. Ouais, t'avais fait la différence dans les Pyrénées. Avant que Exactement. tu te reconvertisses t'as sprinter. du mal, C'est t'as l'inverse du de mal la face à carrière de Franck. Jaja. T'as du mal face à Frank Schleck et Carlos Sastre. Exactement. Je suis un coureur espagnol, les amis, et j'ai fait notamment top 10 de la Vuelta en 2007. Dans ma carrière, j'ai gagné 2 fois. Je ne suis pas un grand chasseur d'étapes, hein. Je le remarque, ma carrière a été courte quand même, parce que j'ai terminé suspendu en 2011. Je suis espagnol et je cours dans une équipe qui n'est pas espagnole. Antonio Et... Colon. Non. J'ai 41 ans. J'ai couru chez la Liberty Seguros, Astana, Quick-Step et Rabobank. Barredo. Ah, bien joué. Égalisation. 2 partout. Bien joué, bien joué. C'est fort. Qui suis-je? Carlos. Ah, là, personne l'avait, Barredo. Hein. Ah, Renault encore qui est le premier à trouver. Ouais. Il faut que tu arrêtes de flamber, Romain. Moi, heureusement que je fais pas les quiz parce que si j'en trouve un, je peux te dire que je hurlerai. Qui suis-je? Je suis actuellement assistant directeur sportif chez Alpecin. J'étais un excellent sprinter et je suis passé chez la Française des Jeux. Balen Cook. Non, O'Grady? non. Je suis Casper? belge. Non. Belge, je suis. Et sur le Tour de France, alors je regarde qu'est-ce qu'il a gagné, notre ami. Il a gagné 20 Belge. étapes. Un Belge à la FDJ, un Belge à la FDJ. Et franchement, je ne l'avais pas vu. J'ai gagné des étapes notamment sur la Vuelta. Mes 2 dernières étapes en carrière, d'ailleurs, c'est sur la Vuelta. Gianni j'ai Meersman. Ouais, Bravo. bravo. Qui avait trouvé Chucky? Ah, bien joué, les gars. 3-2 pour Robin. Je Il pense en que reste c'est pas 2. un pur sprinter, Meersman, mais c'est vrai qu'il claque Non, mais les étapes sur la j'ai dit Volta. bon sprinter, j'ai pas dit Ouais, pur c'est vrai. sprinter. Non, c'est pas de ta faute, mais moi, dans ma tête, j'étais parti sur Ah les oui, mecs oui. pur sprinter et je galérais un peu. C'est vrai. J'ai vu. Bien joué, les gars. dans le 3-2 chat, pour vous toi, avez Robin. Il en reste 2, les amis. Putain, je crois Qui que c'est fini, suis-je? c'est pas fini, j'ai pas gagné, merde. J'ai participé donc au Tour 2011 avec une équipe française
Et j'ai quasiment toute ma carrière été dans cette équipe-là. J'ai fait une année en 2005 chez RAGT. Et puis après, j'ai signé dans cette équipe-là. Et j'ai continué jusqu'en 2019. Je suis français. J'ai désormais 41 ans. J'ai jamais gagné une seule course dans ma carrière, mais je suis véritablement un capitaine de route, un équipier de choix. Vaugrenard? Ce n'est pas Vaugrenard. J'ai fait une fois 3e de la Vuelta. Alors, l'équipe française dont je parle a un centre de formation dans les montagnes. 3e de la Volta, il a fait? Non, il a fait 3e d'une étape sur la Vuelta. C'est Ah. pour te dire à quel point c'était véritablement pas vraiment un chasseur d'étapes. Il a aussi fait 3e d'une étape sur le Giro en 2011 et particulièrement sur le Tour en 2011. C'est pas Stéphane Goubert? C'est pas Stéphane Goubert. Non. Goubert, il a des refs en classement général dans les années noires. Premier français du Tour, 26e, un truc comme ça une année. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je fais 57 kg, 1m74. J'essaie de trouver des éléments qui véritablement peuvent vous permettre de le trouver, mais c'est pas facile. Hubert Dupont? Hubert Dupont. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, pas mal. C'est lui. C'est pas facile de trouver Hubert Dupont. Non, c'est pas facile. Mais Hubert Dupont, c'est pas un capitaine de route, c'est un mec qui jouait les classements généraux et tout quand même. C'est vrai qu'il a fait quelques classements sur le Giro, mais. Il a jamais fait. C'est un bon. Enfin, après, il était plus pris comme capitaine de route, un peu à Kreuzweig, tu vois. C'était un capitaine de route. Ah ouais, d'accord. Ça t'a rendu en erreur? Enfin, si tu dis Kreuzweig, capitaine de route. Si tu me dis je suis un coureur capitaine de route et que je dois trouver Kreuzweig, je vais mettre du temps, hein, Joseph. Hein. Après, si je te dis, comme tu me le demandes, coureur de classement généraux et que tu dois trouver Hubert Dupont, tu vas mettre encore plus de temps, à mon avis. Hein. C'est vrai que. Tu me dis coureur de classement généraux français de cette époque-là, je pense que je peux sortir Hubert Dupont. Mais attends, mais tu sais, c'est quoi son meilleur classement sur un classement? C'est 12e ou 10e. Et c'est 16e. Ah ouais. 16e d'un Giro en 2012. 11e d'un Giro en 2016. Voilà. Ok. Ouais, il a fait 2 fois 11e d'un Giro. Je pense qu'un mec qui fait 11e, oui, tu peux dire classement général, mais c'est quand même difficile. Mais il n'était pas facile à trouver. Plus chasseur d'étapes, je trouve que. Ouais, il y en a qui l'avaient sur le chat. Hein. C'était Chucky encore, il est chaud. Ça fait 4-2 pour Robin. Dernier coureur, les amis. Il vaut 3. Exactement, comme toujours. Qui suis-je? Actuellement, j'ai 37 ans. J'ai terminé en 2016. Ma carrière, je l'ai commencée en 2014. Quelques équipes par lesquelles je suis passé. Attends, il a terminé en 2016. En 2004. Ah pardon, en 2004, il a commencé. Ah ouais. Rapide. Rapide. Ça aurait été Brunel potentiellement, mais c'est pas lui. 2004-2016, ma carrière. Je suis passé chez la Milram. Je suis passé chez le team HTC. Linus Gerdemann. Non. Je suis passé chez Omega Pharma. Et je suis slovaque. J'ai gagné le Tour d'Oman en 2012. Slovaque, Milram. Oh, j'ai pas là. Putain. Slovaque. Un Slovaque qui est passé chez Milram et il a terminé à la BMC. Vous l'avez trouvé dans le chat. Slovaque, putain. Oh là, je l'ai pas. Je peux vous donner les initiales. Vas-y. Je vous donne que la première lettre du nom de famille. Allez. V. V. Non, pas Vakoc. Vakoc, il court encore. Et je pense au même gars que Polo. Moi, j'ai plus en tête. Il me semble qu'il est slovaque, Vakoc. C'est un bon coureur. Il est tchèque. Il a terminé 2e de la Vuelta en 2010. Peter Velits. Velits, putain. Si je disais ça, je savais que vous alliez potentiellement trouver. Putain. Velits. Il avait son frère, Martin Velits. Martin et Peter Velits. Je savais pas du tout qu'il était slovaque. Moi, je savais, mais il mettait. Alors là, j'aurais pu chercher Milan, par contre.
Ah là là, Bravo là. du coup Robin pour ces quiz. Tu Ouais, gagnes bravo. donc le dernier quiz, il n'y a rien à Victoire dire, tu es méritée. une C'était encyclopédie. des beaux quiz. On Tu a es fait très des très beaux fort. quiz dans ce tour. Merci, Joseph. Écoute, C'était quand c'est même avec sympa plaisir de que je m'avoir le envoyé fais. toutes les Et réponses sur crois-moi, Google Drive avant. crois-moi, crois-moi que je préfère les faire que y répondre, hein, parce que franchement, j'aimerais pas être contre toi. Mais bon. Merci à tous en tout cas vraiment de nous avoir suivis pendant ce Tour de France. Voilà, on va terminer là-dessus, hein. Pas besoin de grandes émotions étant donné qu'on va très vite se retrouver rapidement sur Roue Libre 101. L'aventure, Mais bien c'était quand même très évidemment, cool. continue. Ouais, on Et s'est franchement, régalé. c'était cool être là tous les jours, tous ensemble. C'est pas la première année qu'on le fait, mais cette fois sur Roue Libre, sur Twitch, pardon, on a trouvé notre rythme et on s'est vraiment régalé. En plus, avec le Discord, la fantasy, il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Et même, vous étiez tous au rendez-vous. Globalement, vous avez tous été hyper cool. Donc, on n'a eu aucun problème, si je ne me trompe pas, les gars. Donc, à part quelques problèmes techniques, bien évidemment. Mais bon, vous avez signé pour J'ai même Jojo. réussi à hoster un Donc, live. vous avez signé pour Jojo, donc vous avez les avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, mais c'est la vie. On va bien évidemment, je vais essayer bien évidemment de m'améliorer sur tous ces points de vue-là. N'hésitez pas sur YouTube à nous dire ce que vous voulez voir pour la suite de Roue Libre. En tout cas, nous, on continue à bosser pour vous proposer des trucs sympas. L'interview de Bernard Hinault, notamment, qui a été un des temps forts sur ce tour, sera disponible dans la semaine. Polo, quand est-ce qu'on peut la mettre sur YouTube? Écoute, on va mettre demain le replay, on va le mettre demain le replay de cette émission sur YouTube, donc jeudi ou vendredi, je pense Bernard Hinault, on communiquera dessus. Il y a beaucoup de questions sur le Tour de France féminin, le Tour de France femmes et la Vuelta. On avait envie de faire des émissions, au moins une sur le Tour de France femmes. Le fait est que nos calendriers à tous les trois fait qu'on ne pourra pas la faire, alors qu'on en avait vraiment l'envie. Et pour la Vuelta, pareil, on sera en retour de vacances, au moins pour le début. Donc, on sera peut-être pas là sur de la preview sur les premiers jours. Mais quoi qu'il arrive, dès qu'on rentre, on fera un suivi. On se retrouve Pareil, sur hein, la Vuelta quoi qu'il arrive. on se retrouvera sur la Vuelta quoi qu'il arrive le mardi à 18h sur Twitch, le rendez-vous hebdomadaire. Voilà, et avec les interviews potentiellement du jeudi qui peuvent continuer, on va essayer de trouver des pointures pour se régaler et leur poser plein de questions. Merci, merci Polo, vraiment pour toute l'organisation et toutes les analyses. Je sais que hoster autant de quotidiennes, ce n'est vraiment pas facile. Donc, véritablement, merci à toi. Merci à toi, Robin, bien évidemment, d'avoir été toujours présent pour toutes tes chroniques. Tu nous as beaucoup, beaucoup appris. Donc, véritablement, merci à tous les deux, les Merci les gars. gars, c'était un Et plaisir. merci bien évidemment aussi à tous ceux qui ne sont pas présents sur les quotidiennes et à l'écran, mais qui ont bossé pour rendre beau ces débriefs, que ce soit JB, que ce soit Jérémy, que ce soit Tom aussi. Bref, toute la First Team qui a bossé. Et Et bien évidemment, Renaud, qui a fait un taf incroyable sur les réseaux sociaux. Donc, véritablement, merci à toi, Renaud. Tu as énormément de talent et on t'en remercie. On est très heureux de t'avoir avec nous. Et donc voilà, donc j'ai remercié. merci à Toff aussi, merci à Toff, à Michel, à Steph aussi, qui gère le Discord, qui gère la modération. C'est des mecs, oui, que vous ne voyez pas parce que c'est nous qu'on voit à l'écran, mais c'est des mecs tout aussi importants que nous pour que cette roue libre vive bien et continue de se développer. Donc merci aussi à vous les gars. C'est eux les pères entre guillemets de la fantasy qui a encore été un immense carton cette année. Donc vraiment les gars, merci du fond du cœur. Et donc, on se retrouve très rapidement sur tous les réseaux. On vous souhaite bien évidemment de belles vacances à ceux qui n'y sont pas, qui vont bientôt y être. Bon courage à ceux qui potentiellement en reviennent. Et puis, on se retrouve très rapidement sur les routes du calendrier World Tour parce que ça continue. L'année n'est certainement pas terminée. Ciao, ciao les rouleurs. Gros Gros bisous à bisous à tous. tous. Salut les gars.